Le jour où je suis entré dans cette salle d'audience, ma fille Amandine a levé les yeux au ciel en direction de son mari, comme si je n'étais qu'une vieille femme agaçante. Mais quand le juge m'a aperçu, le monde s'est arrêté. « Madame Blanche », a-t-il murmuré, les yeux écarquillés, « c'est bien vous ». Le tribunal tout entier est tombé dans un silence absolu, tandis que ma fille et son arrogant mari échangeaient des regards paniqués. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Blanche, j'ai 70 ans et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais une grand-mère ordinaire. Chaque matin, je me réveillais à 5h30. Je préparais mon café filtre dans une vieille tasse en porcelaine que mon défunt mari, Alfred, m'avait offerte pour notre 30e anniversaire, et j'arrosais mes orchidées en regardant le soleil se lever par la fenêtre de la cuisine. C'était une vie simple et prévisible, mais remplie de petites joies qui me reliaient aux souvenirs du passé. Pendant près de 50 ans, j'ai été la mère qui a tout sacrifié pour sa fille unique, Amandine. J'ai travaillé comme femme de ménage le jour, couturière la nuit, et les week-ends, je vendais des gâteaux faits maison au marché local. Tout ça pour qu'Amandine puisse étudier dans de bonnes écoles et avoir la vie que je n'ai jamais eue. Quand elle a épousé Richard, un homme aux yeux froids et au sourire qui n'atteignait jamais son regard, j'ai ravalé mon malaise et je les accueillais pour le déjeuner du dimanche avec mes meilleurs plats et un sourire qui cachait mes inquiétudes. Après la mort de mon mari, j'espérais qu'Amandine et moi nous rapprocherions. Comme je me trompais, au lieu de trouver du réconfort l'une dans l'autre, elle a commencé à me voir comme un fardeau. Ses visites sont devenues mécaniques, ses appels plus rares. La façon dont elle regardait la maison où je l'avais élevée, la maison où elle avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré toutes ses réussites, a complètement changé. Ce n'était plus un foyer de souvenirs, mais un bien immobilier à acquérir. La plus grande déception de ma vie a eu lieu un mardi pluvieux d'octobre. J'avais préparé une brandade de morue, la recette qu'Amandine adorait dans son enfance. J'avais mis la nappe brodée que j'avais faite quand elle était entrée à l'université et j'avais même acheté un bouquet de fleurs fraîches pour l'occasion. Quand ils sont arrivés, Richard est entré sans frapper, comme s'il était déjà le propriétaire des lieux. Il s'est affalé dans le fauteuil qui avait appartenu à mon Alfred et a allumé la télévision sans même me saluer. Amandine tenait un dossier et avait ce regard distant qu'elle avait développé ces dernières années. Un regard qui appartenait à une étrangère, pas à la petite fille qui, un jour, me tenait la main avec tant de confiance. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix froide qui me glaça jusqu'aux os. Elle s'assit sur le bord du canapé, comme si elle ne voulait pas rester là longtemps. « Richard et moi avons décidé que cette maison est trop grande pour vous. Vous ne pouvez plus l'entretenir seul. » J'ai senti mon cœur se serrer tandis qu'elle continuait. « Nous avons trouvé une excellente maison de retraite pour les personnes de votre âge. Vous aurez de la compagnie, des activités, une assistance médicale. » « Mais Amandine, c'est notre maison, » ai-je répondu, ma voix faiblissant. « C'est ici que nous avons tout construit, tous nos souvenirs. » Richard a interrompu sans quitter la télévision des yeux. « Les souvenirs sont dans la tête, Madame Blanche, pas dans les murs. Vous allez aimer la résidence. C'est moderne, il y a un jardin. » Ce qu'il n'a pas dit, mais que ses yeux calculateurs révélaient, c'est qu'il voulait ma maison. La maison qu'Alfred et moi avions construite avec tant de sacrifices au fil des décennies, la maison où nous gardions non seulement des souvenirs, mais aussi une partie de nos âmes. Amandine a posé le dossier sur la table. « Nous nous sommes déjà occupés de toute la paperasse, vous n'avez qu'à signer. » Sa voix était mécanique, comme si elle parlait d'un contrat quelconque, et non d'arracher sa propre mère au seul endroit qui me restait au monde. Quand j'ai refusé de signer, l'ambiance a rapidement changé. Richard a éteint la télévision et m'a fait face avec une froideur qu'il n'avait jamais montrée aussi ouvertement. « Madame Blanche, » dit-il, en ajustant sa cravate coûteuse. Vous devez être raisonnable. Vous ne pouvez pas continuer à vivre seul. La semaine dernière, vous avez oublié la gazinière allumée. C'est dangereux. C'était un mensonge éhonté. Je n'avais jamais oublié la gazinière allumée de toute ma vie. Mais j'ai compris à ce moment-là qu'ils étaient prêts à inventer n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils voulaient. Les jours suivants, ils ont intensifié la pression. Ils amenaient des agents immobiliers sans me prévenir. Des inconnus qui mesuraient mes pièces et parlaient de potentiel de rénovation comme si je n'étais pas présente. Amandine a commencé à emballer mes affaires sans permission, décidant seule de ce que je devais emporter et de ce qui pouvait être jeté ou vendu. « Cette robe est si vieille, maman, » disait-elle en tenant la robe bleue que j'avais portée à l'enterrement de mon mari. « Vous n'en aurez pas besoin à la résidence. »
Chaque objet qu'elle jetait était comme si on m'arrachait un morceau de mon histoire. De vieilles photographies, des lettres d'amour qu'Alfred m'avait écrites, les livres que nous lisions ensemble les soirs d'hiver. Tout cela, pour Amandine et Richard, n'était que de l'encombrement occupant de l'espace dans la maison qu'ils considéraient déjà comme la leur. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut quand Amandine a trouvé ma boîte à bijoux. C'était une petite boîte en bois sculpté qu'Alfred m'avait offerte pour notre premier anniversaire de mariage. À l'intérieur, en plus de quelques pièces de valeur sentimentale, se trouvait le collier de perles qui avait appartenu à ma mère. « Je vais vous garder ça en sécurité », dit-elle en mettant la boîte dans son sac à main. « Ces choses peuvent disparaître à la résidence. » À ce moment-là, j'ai vu dans les yeux de ma fille quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La cupidité, pure et simple, déguisée en préoccupation filiale. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une rage que je ne me savais pas capable de ressentir. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, alors que j'entendais Amandine et Richard discuter à voix basse dans le salon sur la façon de résoudre le problème que j'étais devenu, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, c'était des larmes d'indignation, de révolte contre l'injustice d'être traité comme un objet jetable après une vie entière de dévouement. C'est alors que j'ai pris une décision. Je ne partirai pas sans me battre. Je ne leur permettrai pas d'effacer mon existence, de me réduire à un inconvénient à résoudre. Avec cette détermination nouvelle, j'ai séché mes larmes et j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais me défendre contre ceux qui auraient dû me protéger. Ce que je ne savais pas, c'est que sous peu, je découvrirais un secret qui changerait complètement l'équilibre du pouvoir dans cette maison. Un secret que mon cher Alfred avait gardé pour me protéger précisément d'un moment comme celui-ci. Le lendemain matin, Amandine est arrivée tôt, avec plus de cartons et une détermination renouvelée. « Aujourd'hui, on va organiser le bureau de papa », annonça-t-elle, se dirigeant vers la pièce que je gardais intacte depuis le départ d'Alfred il y a 3 ans. « Non », ai-je répondu avec une fermeté qui l'a surpris. « Cet endroit n'est pas encore prêt à être touché. »« Maman, ça fait 3 ans, » répliqua-t-elle avec impatience. « On ne peut pas garder un sanctuaire pour toujours. La maison doit être préparée pour la vente. » J'ai compris à ce moment-là que peu importe ce que je dirais, ils avaient déjà décidé de mon avenir. La maison serait vendue, avec ou sans mon consentement. Ils trouveraient un moyen de me faire déclarer incapable si je ne coopérais pas. Quand Amandine est sortie chercher plus de cartons dans la voiture, je suis entré dans le bureau et j'ai fermé la porte à clé. C'était le dernier refuge des souvenirs de mon mari, l'endroit où son odeur flottait encore dans l'air, où ses affaires restaient exactement comme il les avait laissées. J'ai passé les doigts sur les livres de l'étagère, sur les papiers méticuleusement organisés dans des classeurs, sur le cadre avec notre photo de mariage. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose auquel je n'avais jamais prêté attention. Sur la dernière étagère de la bibliothèque, caché derrière une rangée de vieilles encyclopédies, il y avait un petit coffre-fort encastré dans le mur. En 47 ans de mariage, je n'ai jamais su son existence. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais d'imaginer la combinaison. J'ai essayé notre date de mariage, l'anniversaire d'Alfred, la naissance d'Amandine. Rien ne fonctionnait. Finalement, sur une impulsion, j'ai essayé la date de notre rencontre, cet après-midi pluvieux de dimanche, où nous nous étions abrités sous le même auvent d'une pâtisserie. À ma grande surprise, le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait une serviette en cuir avec les initiales d'Alfred gravées en or. En l'ouvrant, j'ai trouvé des documents qui m'ont coupé le souffle. Des titres de propriété, des relevés de comptes bancaires que j'ignorais, des certificats d'action dans des entreprises de renom, des polices d'assurance avec des valeurs qui me faisaient tourner la tête. Et au milieu de tout cela, une enveloppe scellée, avec mon nom écrit de la calligraphie inimitable de mon mari. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à lire. « Ma chère Blanche, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis déjà parti et que tu as trouvé ce que j'ai gardé pour protéger ton avenir. Pardonne-moi d'avoir gardé secrètes nos véritables ressources financières pendant toutes ces années. Ce n'était pas par manque de confiance, mais par précaution. J'ai toujours douté des intentions de Richard. Il y a quelque chose en lui qui m'a inquiété dès le début. Une ambition démesurée qui m'a fait craindre ce qui pourrait arriver quand je ne serai plus là pour te protéger. C'est pourquoi j'ai monté ce filet de sécurité en silence, en investissant chaque centime supplémentaire que nous réussissions à épargner. Tout ce qui est documenté dans ce dossier t'appartient exclusivement. Amandine n'aura droit qu'à une petite partie, si, et seulement si,
Elle prend soin de toi avec le même amour et le même dévouement que tu as toujours eu pour elle. Dans le cas contraire, tu as tout le pouvoir pour te protéger. Utilise ce pouvoir avec sagesse, mon amour. Non par vengeance, mais pour garantir le respect que tu mérites. Au fond, Amandine est une bonne personne, seulement facilement influençable. Mais si tu as besoin de te défendre, tu en as maintenant les moyens. Avec tout mon amour pour l'éternité, Alfred, les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'absorbais chaque mot. Mon Alfred, toujours si calme et discret, avait bâti un empire en silence pour me protéger. Alors que je croyais que nous vivions modestement, il investissait dans des propriétés, des actions et des entreprises qui valaient maintenant une fortune. Parmi les documents, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé bouche bée. L'acte de propriété de l'immeuble où vivaient Amandine et Richard. L'appartement luxueux dont ils étaient si fiers, qu'ils affichaient comme symbole de leur succès, m'appartenait en réalité. Ils payaient un loyer à une agence qui déposait la somme directement sur un compte à mon nom, un compte dont je ne connaissais même pas l'existence. Il y avait plus. Alfred possédait des actions dans l'entreprise où travaillait Richard. Pas des actions mineures, mais une participation significative, suffisante pour influencer des décisions importantes, y compris sur l'avenir des employés, comme mon gendre. Assise par terre dans le bureau, entourée de papiers qui représentaient plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé posséder, j'ai ri à travers mes larmes. Amandine et Richard croyaient me chasser de ma maison pour la garder, sans se douter que cette maison était la plus petite de mes propriétés. Les coups insistants à la porte m'ont ramené à la réalité. « Maman, ouvrez cette porte tout de suite !» criait Amandine. J'ai rapidement rangé les documents les plus importants dans mon sac à main et j'ai remis le reste dans le coffre-fort, le refermant soigneusement. Quand j'ai ouvert la porte, Amandine m'a regardé avec irritation. « Qu'est-ce que vous faites enfermé ici ?» « Je disais juste au revoir », ai-je répondu avec un calme qui la déconcerta. « Tu as raison, Amandine. Il est peu, être temps d'aller de l'avant. » Elle m'a étudié avec méfiance, mais son visage s'est ensuite adouci, croyant que j'avais finalement cédé. « Je suis contente que vous ayez compris, maman. Vous verrez que c'est le mieux pour tout le monde. »« Oui, ai-je convenu, tenant fermement mon sac à main où se trouvaient les documents qui allaient tout changer. Je suis sûr que chacun aura exactement ce qu'il mérite. Cette nuit-là, pendant qu'Amandine et Richard célébraient leur victoire apparente avec une bouteille de vin cher dans le salon, j'ai passé un appel à un numéro que j'ai trouvé parmi les contacts d'Alfred. Maître Hélène Vian, avocate. Maître Vian. Mon nom est Blanche Fournier, veuve d'Alfred Fournier. J'ai besoin de votre aide pour quelques affaires urgentes concernant mon héritage. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé la photo d'Alfred sur la table de chevet et j'ai souri. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas, mon vieux? Tu as toujours su que ce jour viendrait. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, non pas avec la résignation de celle qui a été vaincue, mais avec la tranquillité de celle qui a enfin trouvé sa force. Maître Hélène Vian était exactement comme Alfred l'avait décrite dans ses notes. Une femme d'âge mûr avec des yeux perçants qui ne laissait échapper aucun détail. Quand je suis entré dans son cabinet, 3 jours plus tard, elle avait déjà analysé les copies des documents que je lui avais envoyés par courriel et monté une stratégie préliminaire. « Madame Blanche, dit-elle après m'avoir offert un café, votre mari était extrêmement méticuleux. Tous les documents sont en ordre, les investissements ont été faits légalement et le testament est absolument incontestable. Vous êtes, sans aucun doute, une femme très riche. » Ces mots sonnaient étranges pour moi, qui avais toujours vécu en comptant mes sous pour joindre les deux bouts, mais l'avocate a continué, me montrant un rapport détaillé de tous mes actifs. « Le plus intéressant, observa-t-elle, c'est que votre mari a tout structuré de manière à ce que votre fille et votre gendre ne puissent rien contester. La clause de comportement dans le testament est particulièrement ingénieuse. Il n'aurait droit à une partie des biens que s'il prenait soin de vous, avec amour et respect. Compte tenu de ce que vous m'avez raconté sur leur tentative de vous expulser de votre propre maison, nous pouvons facilement argumenter que cette clause a été violée. Que dois-je faire maintenant ? Ai-je demandé, essayant encore d'absorber l'ampleur de la situation. Hélène se pencha en avant avec une lueur déterminée dans les yeux. Premièrement, ne signez absolument rien de ce qu'il vous présente. Deuxièmement, j'ai besoin que vous mainteniez l'apparence que vous n'avez encore rien découvert. Plus ils s'exposeront, mieux ce sera pour notre dossier. Et quant à la maison, laissez-les penser qu'ils ont gagné pour l'instant. Faites semblant d'envisager le déménagement à la résidence. Demandez à visiter l'endroit. Posez des questions sur les coûts. Plus ils se dévoileront, plus nous aurons de munitions. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai suivi les instructions d'Hélène à la lettre.
J'ai permis à Amandine et Richard de poursuivre leur plan, feignant la résignation, tout en documentant secrètement chaque conversation, chaque menace voilée, chaque tentative de me rabaisser ou de me faire passer pour incapable. Richard a même amené un médecin ami pour évaluer mon état mental, un homme qui m'a à peine examiné avant de suggérer que je pourrais développer une démence. J'ai enregistré toute la consultation frauduleuse sur mon téléphone portable, suivant les instructions d'Hélène. Amandine, de son côté, a intensifié ses efforts pour vider la maison. Des cartons, et encore des cartons de mes souvenirs, étaient emballés, étiquetés et envoyés pour être donnés ou simplement jetés. Cela me faisait mal de voir mes souvenirs traités avec un tel mépris, mais je suis resté ferme, sachant que chacun de leurs actes ne faisait que renforcer mon dossier. Un après-midi, alors qu'Amandine cataloguait mes affaires dans le salon, j'ai laissé échapper une information comme si de rien n'était. Tu sais, Amandine, je pensais te donner mon collier de perles avant d'aller à la résidence. C'était celui de ta grand-mère, après tout. Elle a arrêté ce qu'elle faisait, visiblement intéressée. Le collier de perles? Celui que vous gardiez dans la petite boîte en bois? Oui, mais je n'arrive pas à le trouver. Tu ne l'aurais pas vu quelque part? Amandine a légèrement rougi. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est étrange, ai-je continué innocemment. Je ne trouve pas non plus les boucles d'oreilles en saphir que ton père m'a offertes pour notre 40e anniversaire. J'espère qu'elles ne se sont pas perdues dans le déménagement. J'ai vu le malaise dans ses yeux, la culpabilité momentanée qui a vite été remplacée par une excuse mal ficelée sur le fait d'avoir rangé mes bijoux dans un endroit sûr. Plus tard, j'ai rapporté cette conversation à Hélène, qui a souri, satisfaite. Parfait. Nous construisons un dossier solide d'abus de biens. Le moment décisif est venu lorsque, sur les conseils d'Hélène, j'ai demandé à visiter cette fameuse résidence avant de prendre ma décision finale. Amandine et Richard m'y ont emmené un dimanche, me montrant un endroit qui ressemblait plus à un entrepôt pour personnes âgées qu'au paradis qu'ils avaient promis. Des chambres minuscules, des employés surchargés et une odeur de désinfectant qui masquait à peine l'odeur d'urine dans l'air. « N'est-ce pas merveilleux, maman ?» a demandé Amandine avec un enthousiasme forcé. « Regardez, il y a même une salle de télévision commune. » J'ai regardé la salle déprimante où une demi-douzaine de personnes âgées fixaient une vieille télévision et j'ai senti mon estomac se retourner. « Combien coûte cet endroit ?» ai-je demandé. Richard a répondu promptement. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous vendrons votre maison et l'argent sera plus que suffisant pour couvrir les frais pendant de nombreuses années. Et si je vis plus longtemps que l'argent ?» Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Ils n'y avaient pas pensé. Ou pire, ils y avaient pensé. Et cela leur était égal. De retour à la maison, je suis restée silencieuse pendant qu'ils discutaient avec animation de leur plan pour rénover la maison dès que je serais parti. Ils parlaient d'abattre des murs, de moderniser la cuisine, de transformer ma chambre en bureau à domicile pour Richard. « Et la chambre de papa ?» ai-je demandé soudainement. Amandine a hésité. « Eh bien, nous pensions la transformer en chambre d'amis, ou peut être en un plus grand dressing. »« Je comprends », ai-je répondu, regardant par la fenêtre de la voiture pour cacher la douleur dans mes yeux. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène et je lui ai dit « Je suis prête, on passe à l'action ». 2 jours plus tard, Amandine et Richard se sont présentés avec les derniers papiers pour le transfert de la maison et mon internement à la résidence. Un homme en costume les accompagnait, leur avocat, qui, j'ai découvert plus tard, n'était qu'un ami de Richard travaillant comme consultant immobilier. « Maman, nous vous avons apporté les documents à signer », a annoncé Amandine en étalant des papiers sur la table de la cuisine. « Dès que vous signerez ici et ici, nous pourrons finaliser votre déménagement à la résidence. Nous avons déjà réservé une place pour la semaine prochaine. » J'ai regardé les papiers calmement, faisant semblant de les étudier tandis que la sonnette retentissait. « Qui cela peut-il être ?» demanda Richard, irrité par l'interruption. « Ce doit être mon amie Marguerite, » ai-je répondu innocemment. Je lui ai demandé de venir m'aider avec quelques affaires. Quand Richard a ouvert la porte, ce n'est pas Marguerite qui est entrée, mais Hélène Vian, accompagnée d'un huissier de justice et d'une assistante sociale. « Bonjour », dit-elle avec un sourire professionnel. « Je suis maître Hélène Vian, l'avocate de Madame Blanche Fournier. Nous sommes ici pour une visite officielle concernant une plainte pour tentative d'escroquerie et d'abus de faiblesse sur personnes âgées. » Le visage d'Amandine a perdu toute couleur, tandis que Richard tentait de garder son sang-froid. « Il doit y avoir une erreur, » dit-il en tendant une main qu'Hélène ignora complètement.
Nous aidons simplement ma belle-mère à déménager dans un endroit plus adapté à son âge. Intéressant, répondit Hélène en désignant les papiers sur la table. Je suppose donc que ces documents ont été examinés par un avocat indépendant représentant les intérêts de Madame Blanche. Le silence fut assourdissant. J'aimerais également vous informer, a poursuivi Hélène, que nous avons des raisons de croire que des bijoux et des objets de valeur appartenant à Madame Blanche ont été retirés de cette résidence sans son autorisation. L'huissier de justice a un mandat pour vérifier ces articles. C'est alors que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, le moment exact où ma fille a réalisé que son plan s'effondrait. Ses yeux se sont écarquillés de panique, puis se sont rétrécis de rage, et enfin se sont remplis de larmes quand la compréhension l'a frappée. « Maman », murmura-t-elle, « qu'as-tu fait ?» Je me suis levé lentement, sentant une force que je ne savais pas posséder. Ce que moi j'ai fait, Amandine, je me suis défendu, tout comme ton père savait qu'un jour j'aurais besoin de le faire. Oman, l'huissier de justice et l'assistante sociale ont commencé à documenter l'état de la maison, photographiant les cartons empilés, les pièces partiellement vidées, les papiers de transfert non signés sur la table. Hélène restait à mes côtés, une présence calme et autoritaire qui émanait de la confiance. « Madame Blanche, » dit l'assistante sociale, « vous sentez-vous contrainte de quitter votre résidence contre votre volonté ?»« Oui, » ai-je répondu fermement. « Ma fille et mon gendre me font pression depuis des mois, allant jusqu'à menacer de me faire déclarer mentalement incapable si je n'acceptais pas d'aller dans une maison de retraite. » Amandine s'avança, indignée. « C'est absurde. Nous essayons seulement de prendre soin d'elle. Elle est confuse. Elle oublie des choses. Elle a laissé la gazinière allumée. »« Intéressant, » interrompit Hélène en sortant un petit appareil de sa poche. « J'ai ici des enregistrements des 2 derniers mois qui contredisent cette affirmation, y compris une conversation où M. Richard admet avoir inventé l'incident de la gazinière pour convaincre Madame Amandine que sa mère ne pouvait plus vivre seule. » Richard blêmit. « C'est illégal. Vous ne pouvez pas enregistrer les gens sans leur consentement. »« En fait, » sourit Hélène, « Madame Blanche a enregistré des conversations dans sa propre maison où elle a tout à fait le droit de protéger ses intérêts. De plus, nous avons des rapports médicaux récents attestant de sa pleine capacité mentale, réalisés par des professionnels indépendants, pas par des amis médecins amenés par monsieur. » L'assistante sociale prenait des notes sur sa tablette, tandis que l'huissier de justice continuait son travail méthodique. Amandine s'effondra sur une chaise, pleurant ouvertement maintenant. « Maman, pourquoi nous faites-vous ça? Nous sommes votre famille. »« Famille ?» ai-je répété, ressentant un mélange de tristesse et d'indignation. « C'est en tant que famille que tu as emballé mes souvenirs comme s'ils étaient des ordures. C'est en tant que famille que tu as pris les bijoux de ta grand-mère sans permission. C'est en tant que famille que toi et Richard avez prévu de m'abandonner dans une maison de retraite de bas étage pour prendre ma maison. Ce n'est pas ça, sanglota-t-elle. Richard m'a convaincu que c'était le mieux pour vous. Il a dit que vous perdiez la mémoire, que c'était dangereux que vous viviez seul. Et tu l'as cru, lui, au lieu de faire confiance à ta propre mère, ai-je demandé, sentant mon cœur se briser à nouveau. Tu me connais si peu que ça? Richard, réalisant que la situation était hors de contrôle, tenta de reprendre l'autorité. C'est un malentendu que nous pouvons régler en famille. Nous n'avons pas besoin d'avocat ou d'huissier. Madame Blanche, nous avons toujours voulu le meilleur pour vous. Le meilleur? Intervint Hélène. Comme les tentatives de transférer la propriété de la maison au nom de Madame Amandine, avant même le déménagement de Madame Blanche à la résidence, ou les retraits non autorisés du compte bancaire de Madame Blanche ces derniers mois. Les yeux d'Amandine s'écarquillèrent. Je ne sais pas de quoi vous parlez, maman. Je jure que je n'ai pas pris votre argent. Non, ce n'est pas toi, ai-je répondu calmement. Mais Richard, si. J'ai des relevés bancaires montrant des virements effectués avec ma carte vers un compte joint à vous deux, à des dates où je n'étais même pas à la maison. Richard ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a aucune erreur, ai-je continué, sentant un calme étrange m'envahir. Tout comme il n'y a pas d'erreur dans le fait que vous pensiez que j'étais une vieille femme pauvre et sans défense, facile à manipuler et à jeter. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. J'ai marché lentement jusqu'à mon sac et j'en ai sorti un dossier de documents qu'Hélène avait préparé pour moi. Ton père, Amandine, n'était pas seulement le comptable discret que tu as connu. Il a silencieusement bâti un empire financier au fil des ans et il m'a tout laissé. J'ai posé sur la table des titres de propriété, des certificats d'action, des relevés bancaires, avec des montants qui faisaient écarquiller les yeux de Richard d'incrédulité et de cupidité.
Cet immeuble sur le boulevard Haussmann, ai-je indiqué un des actes. Il est à moi, tout comme la villa sur la Côte d'Azur que vous avez visitée l'été dernier, croyant qu'elle appartenait à votre patron, Richard. Amandine prit les papiers avec des mains tremblantes. Ce n'est pas possible. C'est la vérité, confirma Hélène. Et il y a plus. L'appartement où vous vivez appartient également à Madame Blanche. Vous payez un loyer à une agence qui dépose la somme directement sur un compte à son nom. Richard chancela comme s'il avait reçu un coup de poing. C'est impossible. Et ces actions de l'entreprise où vous travaillez, Richard, celles qui ont été achetées par un investisseur anonyme il y a 5 ans et qui ont garanti votre promotion, elles sont aussi à moi. One contends of this. Le silence qui suivit fut absolu. Richard semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Amandine me regardait comme si elle voyait un fantôme. « Pourquoi papa ne nous a-t-il jamais rien dit ?» demanda-t-elle enfin, sa voix à peine audible. Parce qu'il ne faisait pas confiance aux intentions de Richard, et visiblement, il avait raison d'être prudent. Richard tenta une dernière manœuvre désespérée. « Madame Blanche, nous pouvons arranger ça. Il y a eu un malentendu, de toute évidence. Nous ne connaissions pas ses ressources, nous étions juste inquiets pour votre sécurité. Si vous avez de tels moyens, nous pouvons trouver un meilleur endroit, plus luxueux. » « Je ne suis intéressé par aucun meilleur endroit, » ai-je répondu fermement. « C'est ma maison, et c'est ici que je reste. Et pour notre appartement ?» demanda Amandine, des larmes coulant sur son visage. « Vous allez nous expulser ?»« Ça dépend, » ai-je répondu, sentant un mélange de douleur et de détermination. « De combien vous êtes prêt à apprendre sur le respect, la dignité et l'amour véritable ?» Hélène prit alors la parole. « En attendant, j'ai ici une ordonnance judiciaire temporaire, vous interdisant à tous les deux de retirer d'autres objets de cette maison ou de tenter d'en transférer la propriété. Nous demandons également la restitution immédiate de tous les biens déjà enlevés, en particulier les bijoux de famille et les documents personnels. » Amandine s'effondra en sanglots, tandis que Richard restait paralysé, comme s'il essayait de traiter toutes les informations qu'il venait de recevoir. L'huissier de justice continuait son travail, photographiant méthodiquement chaque pièce, chaque document, chaque preuve de ce qui s'était passé dans cette maison. « Je suggère, » dit Hélène d'une voix ferme, « que vous partiez tous les deux maintenant et que vous réfléchissiez très bien à vos prochaines étapes. Nous sommes prêts à porter cette affaire en justice avec toutes ses conséquences légales, à moins que nous ne parvenions à un accord qui respecte intégralement les droits et les souhaits de Madame Blanche. » Richard retrouva enfin la parole, mais ce n'était plus l'homme arrogant que j'avais connu. Il y avait de la peur dans ses yeux. « Combien vaut tout ça ?» demanda-t-il, en faisant un geste vers les documents. Hélène sourit froidement. « Bien plus que ce que vous ne pourriez jamais rembourser en une vie de travail, monsieur Richard. Maintenant, je vous suggère de vous retirer. » Quand la porte se referma derrière eux, j'ai senti mes jambes flancher. Hélène me soutint jusqu'au canapé où je m'effondrais, émotionnellement épuisé. « Vous avez été très courageuse, » dit-elle en s'asseyant à mes côtés. « Tout le monde n'aurait pas la force d'affronter sa propre famille de cette manière. » Je ne sais pas si c'était du courage ou du désespoir, ai-je avoué, en regardant l'assistante sociale qui prenait encore des notes. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Malheureusement, ce sont souvent ceux que nous aimons le plus qui nous blessent le plus, répondit Hélène. Mais maintenant, vous êtes en contrôle. Que souhaitez-vous faire ensuite? J'ai regardé autour de moi dans le salon, les murs qui avaient été témoins de tant de moments de ma vie, les espaces vides où se trouvaient auparavant des photographies et des souvenirs. Je veux récupérer mes affaires, ai-je répondu fermement. Et ensuite, je veux qu'Amandine comprenne exactement ce qu'elle a fait, non par vengeance, mais parce qu'elle doit apprendre. Oh, Jen. Les jours suivants, j'ai reçu des appels désespérés d'Amandine. Au début, je les ai tous ignorés, suivant les conseils d'Hélène pour garder mes distances jusqu'à ce que les aspects juridiques soient résolus. Richard, lui, avait complètement disparu. J'ai appris qu'il avait pris un congé au travail et était parti pour régler des affaires personnelles. Une semaine après la confrontation, Hélène m'a apporté des nouvelles. « Nous avons reçu une proposition d'accord, » dit-elle en me tendant un dossier. « Votre gendre est prêt à restituer tous vos biens, à reconnaître publiquement que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales et à renoncer à toute revendication sur votre maison ou votre patrimoine. Et que veut-il en échange ?» ai-je demandé, connaissant trop bien le caractère de Richard pour croire à un repentir sincère. Que vous n'utilisiez pas votre influence en tant qu'actionnaire pour lui nuire dans l'entreprise et que vous ne l'expulsiez pas immédiatement de l'appartement. Il demande 6 mois pour trouver un autre logement. J'ai réfléchi à la proposition un instant. Et Amandine,
Qu'en dit-elle? Hélène hésita. Votre fille n'a pas participé à cette négociation. D'après ce que j'ai compris, il y a des tensions dans le mariage depuis la révélation. Cela ne me surprit pas. Richard avait toujours été le genre d'homme à quitter le navire quand il commence à couler. Maintenant qu'il savait qu'il n'obtiendrait pas ma fortune, il devait probablement déjà rejeter la faute sur Amandine pour l'échec du plan. Dites à Richard que j'accepte ses conditions, avec une réserve, ai-je répondu après un moment de réflexion. S'il veut rester dans l'appartement pendant 6 mois, il devra augmenter le loyer de 50%. Après tout, il sait maintenant qui est le véritable propriétaire. Hélène sourit. Ce sera un plaisir de transmettre votre message. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. Amandine était à ma porte, seule, avec des cernes profonds et le visage marqué par des nuits d'insomnie. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement, si différente de la femme arrogante qui avait tenté de me chasser de ma propre maison. J'ai ouvert la porte en silence et je l'ai laissée passer. Elle portait 2 grandes boîtes qu'elle posa délicatement sur la table du salon. « Vos bijoux, dit-elle, d'une voix étranglée. Tous, et aussi vos albums photos, les lettres de papa, tout ce que j'ai pris. J'ai ouvert la première boîte, et là, intact, se trouvaient les trésors de ma vie. Le collier de perles de ma mère, les boucles d'oreilles qu'Alfred m'avait offertes, la bague de fiançailles avec le petit saphir qu'il avait mis 1 an à économiser pour l'acheter. Richard et moi, nous nous sommes séparés, dit Amandine brusquement, brisant le silence. Il m'a tout reproché. Il a dit que j'aurais dû remarquer que papa n'aurait jamais vécu si modestement s'il n'avait pas quelque chose de caché. Je n'ai pas répondu, continuant simplement à vérifier le contenu des boîtes, m'assurant que tout était là. « Maman, poursuivit-elle, la voix tremblante, je sais que je ne mérite pas votre pardon. Ce que nous avons fait, ce que j'ai laissé faire, est impardonnable. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je croyais vraiment faire ce qu'il fallait. » J'ai enfin levé les yeux vers elle. Et ce qu'il fallait, c'était de me sortir de ma maison, de jeter mes souvenirs à la poubelle, de me traiter comme une vieille femme sénile. Non, admit-elle, les larmes coulant librement. Richard m'a convaincu que vous alliez de plus en plus mal, que c'était dangereux que vous viviez seul. Il a inventé des histoires sur vous, que vous oubliez des choses, que vous laissiez la gazinière allumée. Et moi, je l'ai cru lui, au lieu de faire confiance à ma propre mère. Pourquoi, Amandine? Ai-je demandé, sentant le poids de décennies d'amour apparemment gâchées. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tous les sacrifices, comment as-tu pu croire que je méritais d'être traitée de cette manière? Elle s'assit sur le canapé, paraissant plus petite et plus fragile que je ne l'avais jamais vue. Parce que c'était plus facile, avoua-t-elle finalement. C'était plus facile de croire que vous aviez besoin d'aide que d'admettre que j'avais épousé un homme qui ne se souciait que de l'argent et du statut. C'était plus facile de prétendre que nous prenions soin de vous que d'affronter la vérité sur ce que nous étions devenus. Son visage se tordit d'une honte sincère. Quand Richard a suggéré pour la première fois que nous vendions la maison, j'ai dit non. Puis il a commencé à semer le doute dans mon esprit, de petites graines d'inquiétude sur votre santé mentale, votre capacité à vivre seul. Et j'ai laissé ces graines grandir parce qu'au fond, je la voulais, la maison. Je voulais la transformer, la moderniser, effacer les marques du passé qui me faisaient me sentir coupable de ne pas être la fille que j'aurais dû être. Ces paroles me frappèrent comme une révélation. Ce n'était pas seulement la cupidité, c'était la culpabilité. Le désir d'effacer les preuves de tout ce que j'avais fait pour elle, tout ce qu'elle n'arrivait pas à rendre en retour. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Amandine ?» Elle essuya ses larmes du revers de la main, comme elle le faisait quand elle était enfant. « Rien, je ne mérite rien de vous. Je suis juste venu vous rendre ce qui vous appartient, et vous dire que même si vous ne me pardonnez jamais, je sais ce que j'ai fait, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être une meilleure personne. J'ai regardé ma fille, car malgré tout, elle était toujours ma fille. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, l'honnêteté. Pas la manipulation calculée que Richard avait perfectionnée, ni la fausse préoccupation qu'elle avait affichée ces derniers mois, mais une vulnérabilité authentique. « Où habites-tu » ai-je demandé. « Chez une amie pour l'instant. Je cherche un petit appartement que je peux me payer avec mon salaire. » J'ai hoché la tête, absorbant l'information. « Et l'appartement ?»« Richard y est, » répondit-elle. Il a gardé presque tout dans l'accord de séparation. Il a dit que c'était le moins que je puisse faire après avoir ruiné nos plans. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à l'ironie. Richard restait Richard jusqu'au bout. « Amandine, ai-je dit finalement, je ne peux pas promettre que les choses redeviendront comme avant.
Tu as brisé quelque chose de profond entre nous, et il faudra du temps, si jamais cela arrive, pour reconstruire cette confiance. » Elle acquiesça, acceptant mes paroles sans protester. « Mais, ai-je continué, ton père croyait qu'au fond, tu étais toujours la petite fille qu'il avait élevée. Il croyait que tu pourrais retrouver le chemin vers la personne que tu devrais être. Papa a toujours été meilleur que moi pour voir le bien chez les gens, murmura-t-elle. Oui, ai-je convenu. Et peut-être que j'ai besoin d'apprendre à avoir un peu plus de cette foi. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Je ne l'ai pas invitée à revenir à la maison, ni promis d'oublier ce qui s'était passé. Mais quand elle s'est levée pour partir, je ne l'ai pas empêchée de me serrer brièvement dans ses bras, un contact timide et incertain qui contenait autant de regrets que d'espoir. Après son départ, je suis resté seul avec mes bijoux retrouvés et la douleur d'une trahison encore trop fraîche. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai aussi ressenti quelque chose de différent. Pas seulement la satisfaction de m'être défendu, mais la possibilité, même lointaine, de guérison. 2 semaines après la visite d'Amandine, j'ai reçu un appel inattendu d'Hélène. « Madame Blanche, une situation est apparue dont vous devriez être au courant. Richard n'a pas payé le loyer augmenté comme convenu, et d'après ce que j'ai appris, il prévoit de quitter le pays. » « Quitter le pays? Pour où? Apparemment, il a un cousin en Espagne. Mes sources dans son entreprise indiquent qu'il a démissionné et qu'il vend déjà ses biens. Cela ne me surprit pas. Richard était toujours du genre à fuir quand les choses se compliquent. Ce qui m'a surprise, c'est ce qu'Hélène a dit ensuite. Il y a autre chose. Amandine m'a contacté hier pour une aide juridique. Elle a découvert que Richard a vidé leurs comptes joints avant la séparation et l'a laissé avec plusieurs dettes à son nom. J'ai senti un pincement au cœur. Malgré tout, c'était ma fille qui souffrait. Que compte-t-elle faire? Nous engageons des mesures conservatoires pour l'empêcher de quitter le pays sans régler ses dettes. Mais honnêtement, je pense qu'il a déjà transféré l'argent à l'étranger. Amandine est pratiquement en faillite, en plus d'être endettée. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à regarder par la fenêtre, observant le jardin où Amandine jouait quand elle était petite. Je me suis souvenu de la lettre d'Alfred, de ses mots sur l'utilisation du pouvoir non pour blesser, mais pour protéger et enseigner. Le lendemain, j'ai demandé à Hélène de préparer quelques documents et j'ai appelé Amandine. « Il faut qu'on parle », ai-je simplement dit. Elle est arrivée ponctuellement, vêtue de vêtements simples que je ne l'avais jamais vue porter. Le glamour de la femme de cadre avait complètement disparu. Hélène m'a parlé de Richard. Ai-je commencé dès que nous nous sommes assises. Des dettes, de l'argent, de tout. Amandine a hoché la tête, résignée. Il avait tout prévu depuis des mois. Pendant que nous faisions semblant de nous inquiéter pour vous, il préparait déjà sa fuite. J'ai été si stupide, maman, si aveugle. Beaucoup de femmes intelligentes sont trompées par des hommes comme Richard, ai-je répondu. Ne te blâme pas pour ça. Blâme-toi pour ce que tu m'as fait à moi, pas pour ce qu'il t'a fait à toi. Elle a baissé les yeux, acceptant la dure vérité de mes paroles. J'ai une proposition pour toi, ai-je continué, en faisant glisser un dossier sur la table. Ce n'est pas de la charité, ni un pardon automatique. C'est une opportunité. Amandine a ouvert le dossier avec hésitation et ses yeux se sont écarquillés en lisant le contenu. C'est un contrat de travail. Oui, pour la fondation Alfred Fournier, une organisation que je suis en train de créer pour aider les personnes âgées, victimes d'abus familiaux et d'abandon. L'idée était née pendant mes nuits d'insomnie quand j'ai réalisé que mon histoire n'était pas unique. Combien d'autres personnes âgées étaient manipulées par des parents cupides? Combien étaient forcées de quitter leur maison, de renoncer à leur vie, sans avoir la chance que j'avais eue d'avoir un mari prévoyant? Vous voulez que je travaille pour vous? Demanda Amandine, confuse. Je veux que tu travailles pour la fondation. Tes compétences en gestion seront utiles. Le salaire est modeste mais juste, et il y a une clause de logement. Tu peux occuper le petit appartement au fond de cette maison, ce qui t'économisera un loyer pendant que tu réorganises ta vie. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi feriez-vous ça pour moi, après tout? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, observant mon jardin qui s'épanouissait sous le soleil de l'après-midi. Je ne fais pas ça pour toi, Amandine. Je le fais pour la femme que tu peux devenir, pour la fille que ton père croyait que tu étais encore au fond. Et je le fais pour toutes les personnes âgées qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, qui n'ont aucun moyen de se défendre. Je me suis retourné pour lui faire face. Ton travail sera ardu et souvent douloureux. Tu vas entendre des histoires qui te rappelleront ce que tu as toi-même essayé de me faire. Tu devras regarder dans les yeux des gens qui ont été trahis par ceux qui auraient dû les aimer. Et peut-être qu'à travers ce travail,
tu comprendras vraiment ce que tu as tenté de faire. » Amandine tenait le contrat avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas si je mérite cette chance. »« Probablement pas, » ai-je répondu honnêtement. « Mais ton père disait toujours que le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est quelque chose que l'on offre. Je ne suis pas prête à te pardonner complètement, mais je suis prête à t'offrir un chemin. » Dans les mois qui ont suivi, j'ai transformé ma douleur en but. Avec l'aide d'Hélène, j'ai créé la fondation Alfred Fournier, utilisant une partie de la fortune que mon mari avait accumulée pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre seuls. Nous avons acheté une grande maison près de la mienne et l'avons transformée en un centre de soutien juridique et émotionnel pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Amandine, fidèle à sa parole, travaillait sans relâche. Au début, les autres employés de la fondation la traitaient avec méfiance. Tout le monde connaissait notre histoire, que je n'ai jamais tenté de cacher. Mais avec le temps, son dévouement sincère a commencé à gagner leur respect. Le chemin de la rédemption n'a pas été facile pour elle. Il y avait des jours où elle rentrait à la maison, le petit appartement au fond de mon jardin étant devenu son foyer, les yeux rouges d'avoir pleuré après avoir entendu des histoires particulièrement douloureuses de personnes âgées, abandonnées ou exploitées. « Comment pouvez-vous me regarder tous les jours en sachant ce que j'ai essayé de faire ?» m'a-t-elle demandé un soir alors que nous nous croisions dans la cuisine. « Parce que je vois que tu essayes de changer, » ai-je répondu simplement. « Et parce que ton père croyait que tu pouvais être meilleur. » Richard n'est jamais revenu. Nous avons su, par des contacts de la fondation, qu'il s'était installé en Espagne et était déjà impliqué avec une autre femme, une riche veuve. Coïncidence ou schéma? Une partie de moi se demandait si je devais l'alerter, mais une autre partie savait que certains prédateurs ne sont arrêtés que lorsqu'ils rencontrent une proie qui mord en retour. 1 an après la création de la fondation, j'ai reçu un honneur que je n'attendais pas, un prix des droits de l'homme pour notre travail auprès des personnes âgées vulnérables. Le jour de la cérémonie, alors que je me préparais à faire mon discours, j'ai regardé l'auditoire et j'ai vu Amandine au premier rang, applaudissant avec des larmes dans les yeux. Ce soir-là, après la cérémonie, alors que nous marchions dans le jardin de ma maison, notre jardin, comme je commençais à le penser, Amandine m'a tendu un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Ouvrez-le » répondit-elle nerveusement. À l'intérieur se trouvait un livre artisanal fait à la main. Sur les pages, Amandine avait collé de vieilles photos de notre famille, beaucoup de celles qu'elle avait emballées si négligemment 1 an plus tôt, mais maintenant, chacune était accompagnée d'une lettre manuscrite, se remémorant le moment capturé et réfléchissant à la signification de ses souvenirs. « J'ai mis des mois à retrouver ces photos », expliqua-t-elle. « Certaines étaient chez Richard, d'autres chez des amis à qui je les avais données sans réfléchir. Je voulais rassembler nos souvenirs, non pas pour les effacer, mais pour les honorer. J'ai feuilleté le livre avec soin, sentant le poids de décennies d'histoire familiale entre mes mains. Sur la dernière page, il y avait une photo récente de la fondation avec toute l'équipe réunie devant le bâtiment et en dessous, une simple inscription. Pour ma maman, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et pour mon papa, qui a toujours su que je retrouverais mon chemin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai serré ma fille dans mes bras sans réserve. Ce n'était pas un pardon complet. Certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser entièrement. Mais c'était un début, une reconnaissance que nous étions toutes les deux en train de changer, de grandir, d'apprendre à être à nouveau une famille, cette fois basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Alors que nous regardions les étoiles depuis notre jardin partagé, j'ai pensé à Alfred et à la façon dont il avait tout prévu. Pas seulement la protection financière, mais aussi la possibilité de rédemption. Il connaissait notre fille mieux que nous deux. Il savait qu'elle pouvait se perdre, mais il croyait aussi qu'elle pourrait retrouver son chemin vers la lumière. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus de nous, j'ai senti qu'il avait eu raison. Surtout, 18 mois après la création de la fondation, j'ai reçu une nouvelle qui allait tout changer à nouveau. L'un des avocats bénévoles qui travaillait avec nous est venu me voir avec une expression grave. « Madame Blanche, nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir », dit-il en me tendant un dossier. Au cours de notre enquête pour le cas de Madame Olivia, nous avons découvert que le même stratagème a été utilisé contre plusieurs autres femmes âgées. Et devinez qui est derrière tout ça. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti mon sang se glacer. C'était Richard, utilisant un autre nom mais reconnaissable sur les photos de surveillance. Il était revenu en France secrètement et opérait un système sophistiqué pour tromper des veuves âgées,
leur faisant signer des documents qui transféraient leur propriété à des sociétés écrans. Il est revenu, ai-je murmuré, et il fait la même chose à d'autres femmes. L'avocat a hoché la tête sombrement. Nous avons déjà informé les autorités, mais nous avons besoin de quelqu'un qui le connaît pour une identification formelle, quelqu'un qui puisse témoigner sur ses méthodes et sa personnalité. Cette nuit-là, j'ai parlé de la découverte à Amandine. Elle a pâli en voyant les photos et les documents. « Il n'a pas changé du tout », dit-elle avec amertume. « Il a juste trouvé de nouvelles victimes. Les autorités veulent que nous témoignions contre lui, ai-je expliqué. J'ai déjà décidé que j'irai, mais tu n'as pas à t'impliquer si tu ne le souhaites pas. » Amandine m'a regardé avec une détermination qui me rappelait la mienne. « Non, maman. Je dois le faire. Je dois l'affronter, pas seulement pour nous, mais pour toutes ces femmes. Is the fastest of. » Dans les semaines qui ont suivi, nous avons travaillé avec la police et le parquet, fournissant des témoignages détaillés sur les méthodes de Richard, les manipulations subtiles, les petits mensonges qui escaladaient progressivement vers une fraude totale. Amandine, en particulier, a été cruciale en expliquant comment il l'avait convaincu de participer au plan contre moi, comment il semait le doute et l'insécurité, comment il isolait progressivement ses victimes. Le jour du jugement enfin arrivé, j'ai ressenti une anxiété que je n'avais pas connue depuis la confrontation chez moi. Le tribunal était plein. Notre affaire avait attiré l'attention des médias, en partie grâce au travail de la Fondation, maintenant connue nationalement pour sa lutte contre l'abus financier des personnes âgées. Quand je suis entré dans le tribunal avec Amandine à mes côtés, j'ai senti tous les regards se tourner vers nous. Les plus récentes victimes de Richard étaient assises ensemble, des femmes âgées de 65 à 85 ans, toutes avec des histoires douloureusement similaires à la mienne. Richard a été amené menotté, vêtu d'un costume usé, qui contrastait avec l'élégance qu'il avait toujours affichée. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'y ai vu une lueur de rage rapidement remplacée par ce masque de charme calculé qu'il utilisait si bien. Le moment décisif est venu quand le juge est entré dans la salle. Mon cœur a failli s'arrêter quand je l'ai reconnu. « Monsieur le juge Henry Mendes », a annoncé le greffier. C'était le jeune avocat qui avait travaillé comme stagiaire au tribunal des décennies plus tôt quand j'y étais secrétaire. Le même homme timide que j'avais encouragé quand tous les autres le traitaient avec dédain. Le garçon pour qui j'apportais du café les soirs où il travaillait tard pour ses examens. Il ne m'a pas reconnu immédiatement, occupé par les procédures initiales. Mais quand mon tour de témoigner est arrivé et que j'ai dit mon nom, j'ai vu ses yeux se lever de ses papiers avec une expression de surprise et de reconnaissance. « Madame Blanche ?» demanda-t-il en ajustant ses lunettes, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Blanche Fournier du secrétariat du tribunal de grande instance ? Oui, monsieur le juge, ai-je répondu avec un petit sourire. Ça fait longtemps. Le juge a souri brièvement avant de reprendre son expression professionnelle. En effet, veuillez poursuivre votre témoignage. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai raconté en détail tout ce que Richard avait fait, comment il avait manipulé ma fille, comment il avait tenté de me dépouiller de ma maison et de ma dignité, comment il avait prévu de m'abandonner dans une maison de retraite de qualité douteuse. J'ai parlé de la découverte de la fortune que mon mari avait laissée et comment cela avait contrecarré ses plans. Et maintenant, ai-je conclu, il fait la même chose à d'autres femmes qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'avoir un mari prévoyant. Quand j'ai terminé, l'avocate de Richard s'est levée pour le contre-interrogatoire, tentant de me dépeindre comme une dame confuse qui avait imaginé une persécution là où il n'y avait que de la préoccupation familiale. « Madame Blanche », demanda-t-elle avec une fausse sympathie, « n'est-il pas vrai que vous aviez des pertes de mémoire à l'époque, que vous oubliez parfois où vous mettiez les choses, que vous laissiez la gazinière allumée ? » « Non, ai-je répondu fermement, je n'ai jamais eu de tels problèmes. Votre client a inventé ces histoires pour convaincre ma fille que je devais être interné. Et comment pouvez-vous en être si sûr si vous aviez des problèmes de mémoire ?» insista-t-elle avec un sourire condescendant. « Objection, monsieur le juge, » intervint le procureur. « Argumentatif. Maintenu, » répondit le juge Henry. « Maître, reformulez votre question. » Mais avant qu'elle ne puisse le faire, j'ai demandé la permission de répondre. Maître demande comment je peux être sûr. Je peux être sûr parce que j'ai des rapports médicaux complets réalisés après la tentative de mon gendre de me faire déclarer incapable. Je peux être sûr parce que j'ai des enregistrements de lui admettant avoir inventé ces incidents. Et je peux être sûr parce qu'à 70 ans, je me souviens encore du premier jour où l'actuel juge Henry Mendes est entré au tribunal comme stagiaire, portant un costume bleu marine trop grand aux épaules, tenant une serviette en simili-cuir que sa mère lui avait offerte pour son diplôme.
Le tribunal tout entier est tombé dans le silence. Le juge Henri me regardait avec un mélange de surprise et d'émotion. Je me souviens de chaque détail de ce jour-là, tout comme je me souviens de chaque détail du jour où mon gendre et ma fille ont tenté de me convaincre que je n'étais plus capable de prendre soin de moi-même. Ma mémoire, maître, est parfaitement intacte. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son de la plume du juge griffonnant quelque chose sur son bloc-notes. Amandine a témoigné ensuite avec un courage qui m'a rempli de fierté. Elle a parlé ouvertement de la façon dont elle avait été manipulée, de sa propre culpabilité et de son repentir, du chemin de rédemption qu'elle avait trouvé à travers son travail à la Fondation. Richard m'a convaincu que ma mère perdait ses capacités mentales, a-t-elle expliqué, la voix étranglée. Il a commencé par de petites suggestions. As-tu remarqué comment ta mère a oublié le nom de cet acteur? As-tu vu comment elle a confondu les dates? Jusqu'à ce que je commence à voir des problèmes, là où il n'y en avait pas. Quand Richard a finalement témoigné, c'était comme voir un acteur sur scène. Il a nié toutes les accusations. Il s'est dépeint comme un gendre inquiet qui ne voulait que le meilleur pour sa belle-mère. Il a même versé de fausses larmes en parlant de sa blessure face aux accusations. Mais alors, le procureur a présenté les preuves, les enregistrements, les documents falsifiés, les témoignages de toutes les autres victimes dont les histoires étaient quasi identiques à la mienne. Et enfin, les relevés bancaires montrant comment il avait détourné de l'argent de chacune d'elles. À la fin du procès, qui a duré 3 jours, le juge Henri Mendes a prononcé sa sentence. Richard Costa. Ce tribunal vous déclare coupable de toutes les accusations d'escroquerie, de faux et usage de faux, de coercition et d'abus de faiblesse sur personnes âgées vulnérables. Monsieur, vous avez exploité la confiance de proches et de femmes qui, dans leurs années dorées, méritaient protection et respect, et non manipulation et vol. Le juge a ajusté ses lunettes, regardant directement Richard. Particulièrement troublante pour ce tribunal est la froideur avec laquelle monsieur a planifié et exécuté ses crimes, ciblant spécifiquement des personnes que monsieur considérait comme faibles et incapables de se défendre. Il a fait une pause, puis il a continué d'une voix qui mêlait autorité et émotion contenue. Pour ces crimes, je condamne monsieur à 12 ans de réclusion criminelle, en plus de la restitution intégrale aux victimes et d'une amende proportionnelle au préjudice causé. Alors que Richard était emmené hors du tribunal, le juge Henri m'a regardé et m'a fait un petit signe de reconnaissance que peu ont remarqué, mais qui, pour moi, signifiait tout. Un rappel que les petites bontés, comme encourager un jeune stagiaire incertain des décennies plus tôt, peuvent revenir quand on s'y attend le moins. En sortant du tribunal, nous avons été entourés par des journalistes et par d'autres femmes âgées qui avaient assisté au procès pour y trouver inspiration et espoir. Une dame d'environ 80 ans s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Vous m'avez donné du courage », dit-elle en me prenant les mains. Après vous avoir vu au journal parler de la Fondation, j'ai réalisé que mon neveu me faisait la même chose. Grâce à vous, j'ai réussi à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, à la maison, Amandine et moi nous sommes assises dans le jardin avec une bouteille de vin, célébrant non seulement la victoire au tribunal, mais aussi le chemin que nous avions parcouru ensemble. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» dit-elle en regardant les étoiles. « Si Richard n'avait jamais essayé de prendre votre maison, la Fondation n'aurait jamais existé. Toutes ces femmes que nous aidons maintenant n'auraient nulle part où aller. Ton père disait toujours que, même dans les pires situations, on peut trouver un but, ai-je répondu. Je crois qu'au final, il avait raison là-dessus aussi. » Amandine sourit. Un sourire qui atteignait enfin ses yeux, me rappelant la petite fille qu'elle avait été avant que Richard n'entre dans nos vies. « Il serait fier de vous, maman, de tout ce que vous avez construit à partir de la douleur. De nous deux, l'ai-je corrigé gentiment. Il a toujours su que tu retrouverais ton chemin. » Nous avons regardé le ciel étoilé en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. La Fondation était devenue plus qu'un simple travail pour nous. C'était une mission partagée, un but qui nous avait reconnectés d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible après tout ce que nous avions traversé. « Ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal, » dit finalement Amandine, « quand le juge vous a reconnu, c'était comme voir le destin se dérouler, comme si toutes les pièces s'emboîtaient enfin. La vie est comme ça, ai-je répondu. Parfois, les gentillesses que nous offrons nous reviennent quand nous en avons le plus besoin. Je n'aurais jamais imaginé que ce jeune stagiaire timide deviendrait un jour le juge qui condamnerait Richard. Vous avez toujours été comme ça, n'est-ce pas? Toujours à aider les autres sans rien attendre en retour. » J'ai souri, me remémorant tous les petits gestes de ma vie
que je n'avais jamais considérées comme extraordinaires. Apporter du café aux stagiaires qui travaillaient tard, défendre les plus jeunes employés contre des chefs tyranniques, offrir une épaule amie à des collègues en difficulté. C'est juste la façon dont j'ai été élevé, ai-je répondu. Ta grand-mère disait toujours que la bonté est le seul investissement qui ne fait jamais faillite. Amandine a levé son verre. À la justice et à la bonté qui revient toujours. 5 années ont passé depuis le procès de Richard. La Fondation Alfred Fournier est devenue une référence nationale dans la défense des droits des personnes âgées. Ce qui avait commencé comme un petit bureau de soutien juridique s'est étendu à 3 unités dans différentes villes, offrant non seulement une assistance légale, mais aussi un soutien psychologique, des activités sociales et, plus récemment, un logement temporaire pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Par un matin ensoleillé de printemps, j'étais assise dans le jardin de la Fondation, observant un groupe de dames participer à un cours de tai chi quand Amandine s'est approchée avec une enveloppe à la main. « C'est arrivé aujourd'hui », dit-elle en me tendant l'enveloppe avec le sceau du ministère de la Justice. Je pense que c'est ce que nous attendions. Avec des mains légèrement tremblantes à cause de l'âge, à 75 ans, je sentais maintenant le poids des années dans mes articulations. J'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai lu le contenu. « Elle a été adoptée », ai-je annoncé, sentant une boule dans ma gorge. Le projet de loi blanche pour la protection patrimoniale et psychologique des personnes âgées vulnérables a été promulgué hier. Amandine s'est assise à côté de moi, ses yeux brillants de larmes contenues. « On l'a fait, maman. On l'a vraiment fait. » Le projet, fruit de 3 ans de travail acharné avec des législateurs et des organisations de défense des droits des personnes âgées, créait des mécanismes légaux plus robustes pour protéger les personnes de plus de 65 ans contre les abus financiers et psychologiques, en particulier ceux perpétrés par des membres de la famille. C'était l'aboutissement de tout ce que nous avions appris de notre propre expérience douloureuse, transformé en un instrument qui pourrait empêcher des milliers d'autres personnes âgées de subir le même calvaire. « Ton père serait si fier », ai-je murmuré en rangeant soigneusement la lettre dans l'enveloppe. Pas seulement de nous, mais de la façon dont sa prévoyance nous a permis de créer quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Amandine a pris ma main ridée entre les siennes. À 50 ans, elle était devenue une femme forte et compatissante, complètement différente de cette personne manipulée et incertaine qui m'avait presque chassé de ma propre maison. Son travail à la Fondation l'avait transformée, tout comme il m'avait transformé. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-elle en m'aidant à me lever. « Une surprise que nous préparons pour la célébration de l'anniversaire de la Fondation. » Nous avons marché ensemble jusqu'à la nouvelle aile du bâtiment principal, qui avait été maintenue fermée ces dernières semaines pendant les rénovations. Amandine a ouvert la porte et m'a fait entrer. Les murs, autrefois nus, étaient maintenant couverts de photographies, des dizaines d'entre elles soigneusement encadrées. C'étaient les visages des personnes âgées que nous avions aidées au fil des ans, chacune avec une petite plaque racontant brièvement son histoire. « C'est le couloir des histoires », expliqua Amandine. « Nous voulons que tous ceux qui visitent la Fondation voient les visages et connaissent les histoires des personnes que nous aidons pour qu'ils comprennent que chaque personne âgée n'est pas seulement un cas, mais une vie entière d'expérience, de souvenirs et de dignité. » Au centre du mur principal, il y avait un espace vide attendant un tableau plus grand. « Et ici, poursuivit-elle, ira votre photographie, maman. Avec l'histoire qui a tout commencé. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Je ne sais pas si je mérite une place d'honneur comme celle-ci. Après tout, j'ai eu de la chance. Beaucoup d'autres n'ont pas la protection qu'Alfred m'a laissée. C'est exactement pour ça que votre histoire doit être racontée, insista Amandine. Pour montrer que résister est possible, qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, et que même les pires trahisons peuvent finalement mener à quelque chose de bon. Nous avons marché lentement dans le couloir, nous arrêtant pour lire certaines des histoires. Madame Olivia, 82 ans, qui a récupéré sa maison après que son neveu a essayé de la vendre sans son consentement. Monsieur Albert, 77 ans, qui a échappé à un mariage abusif après des décennies de manipulation psychologique. Madame Carmen, 90 ans, qui a dénoncé ses enfants pour détournement de fonds et donne maintenant des conférences sur l'indépendance financière au 3e âge. Toutes ces personnes, dit Amandine, ont trouvé leur voie et leur force parce que vous avez trouvé la vôtre en premier. Ce soir-là, après une journée fatigante mais gratifiante, je suis retourné à ma maison, la même maison que j'avais failli perdre 5 ans plus tôt. Amandine vivait maintenant dans sa propre petite maison près de la Fondation, mais nous dînions encore régulièrement ensemble. Et le dimanche,
Elle venait prendre le petit déjeuner avec moi, reprenant une tradition que nous avions perdue pendant les années difficiles. Je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de tisane, observant le jardin qu'Alfred aimait tant et qui était maintenant plus beau que jamais. Les orchidées fleurissaient en abondance, soignées par mes mains qui, bien que plus lentes avec l'âge, savaient encore exactement combien d'eau et de soleil chaque plante avait besoin. J'ai pensé à la façon dont ma vie avait complètement changé ces dernières années. De la quasi-tragédie de perdre ma maison et ma dignité a émergé un but que je n'aurais jamais imaginé avoir. De la trahison de ma fille unique est née une réconciliation plus profonde et plus vraie que notre relation précédente ne l'avait jamais été. Sur la table à côté de mon fauteuil se trouvait la vieille boîte à bijoux qu'Amandine avait tenté d'emporter, maintenant rendue et restaurée. Je l'ai ouverte et j'ai pris le collier de perles de ma mère, passant mes doigts sur les perles lisses et brillantes. Demain, je le porterai à la cérémonie de commémoration de l'anniversaire de la Fondation, où le projet de loi blanche serait officiellement annoncé. Une petite enveloppe au fond de la boîte a attiré mon attention. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une note manuscrite d'Amandine. « Maman, je ne pourrai jamais complètement effacer la douleur que j'ai causée, mais j'espère continuer à être digne de la seconde chance que vous m'avez donnée. Chaque jour à la Fondation me rappelle que notre travail ne concerne pas seulement les lois et les droits, mais la restauration de la dignité que beaucoup essaient d'enlever à nos aînés. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Avec tout mon amour et ma gratitude, Amandine. » J'ai remis la note dans la boîte, ressentant une paix qui ne vient que lorsque l'on comprend enfin que même les expériences les plus douloureuses peuvent nous mener à des endroits que nous n'aurions jamais imaginé atteindre. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour la cérémonie, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu les cheveux blancs que je portais maintenant avec fierté, les rides qui marquaient un visage qui avait connu autant de souffrance que de joie, les yeux qui avaient versé tant de larmes, mais qui brillaient maintenant de but et de satisfaction. Et j'ai pensé à ce que je dirais dans mon discours, aux mots que j'aimerais que d'autres femmes de mon âge entendent et emportent avec elles. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Il n'est jamais trop tard pour transformer la douleur en but. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir sa propre force, même lorsque ceux qui devraient vous protéger sont ceux-là même qui tentent de vous abattre. Quand je suis arrivé à la Fondation ce matin-là, j'ai été accueilli par une foule de visages souriants. L'équipe que nous avions construite, les personnes âgées que nous avions aidées, les autorités et les sympathisants qui croyaient en notre cause. Et au centre de tout, Amandine, maintenant directrice exécutive de la Fondation, m'attendait avec une étreinte chaleureuse et sincère. En montant sur scène pour mon discours, j'ai regardé toutes ces personnes et j'ai ressenti une profonde gratitude pour tout. Oui, pour tout, même pour les tentatives de Richard et Amandine de tout me prendre, car sans cette obscurité, je n'aurais jamais découvert la lumière qui éclairait maintenant tant d'autres vies. Je m'appelle Blanche, ai-je commencé en ajustant le microphone. J'ai 75 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai failli tout perdre pour finalement trouver un but plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Et tandis que je partageais mon parcours, j'ai vu dans les yeux de l'auditoire la reconnaissance, l'espoir et, plus important encore, la détermination que mon histoire ne serait pas unique, qu'ensemble, nous étions en train de créer un monde où les personnes âgées seraient traitées avec le respect et la dignité qu'elles méritent. À la fin du discours, alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, j'ai regardé le ciel à travers les hautes fenêtres et j'ai souri. « Tu as vu, Alfred, ai-je pensé. Tu avais raison. Surtout. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez dès maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car vous y découvrirez une histoire de trahison et de retournement de situation comme vous n'en avez jamais vu.